Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre quantique avec Martin Laforêt. Bonjour. Avant de vous présenter Martin, laissez-moi vous rappeler que les rencontres quantiques sont organisées par Curieux Quantique. Mon nom est Justin Lefebvre, je suis au développement des partenariats ici à l'Institut Quantique, aussi responsable des équipes de l'Algolab et de Curieux Quantique. Donc, c'est moi aujourd'hui qui vais m'entretenir avec Martin Laforêt. Donc, partenaire associé de Quantasset, aussi conseiller technique pour la zone d'innovation, l'incubateur Asset et Numana. Bonjour Martin. Bonjour Justin, merci de m'avoir. Écoute, très content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour la prochaine heure. On va parler zone d'innovation, on va parler de développement en quantique, on va parler d'écosystème. Bref, on a un bon menu devant nous. Mais là, bon, j'ai parlé de plusieurs rôles que tu joues. Est-ce que tu pourrais commencer peut-être par nous décrire chacun de ces rôles-là? Il y en avait 4 sur ma feuille, mais il y en a plus que ça encore. J'aime toucher à tout. Tu sais, je suis un peu curieux, puis j'aime ça être ça un peu tout savoir. Fait que ça fait bien mon affaire d'être pogné un peu partout. Mais principalement, je suis un partenaire associé dans le fonds d'investissement Quantasset, qui est un nouveau fonds d'investissement qui devrait voir le jour très bientôt, où que notre but, c'est d'investir dans des jeunes compagnies en quantique qui sont en démarrage, pré-démarrage. Donc, on parle vraiment là, des premiers investissements qui aident à faire sortir les compagnies un peu des labos ou des sous-sols pour entreprendre leur démarche. Donc, l'étape qui est juste après le laboratoire, dans le fond, vous arrivez là, puis vous dites, OK, on va vous aider à démarrer. Est-ce que c'est pour Sherbrooke, le Québec, le Canada? Donc, c'est quoi votre territoire, là? Oui, super bonne question. En fait, c'est principalement le Québec. En fait, un de nos grands investisseurs, c'est le ministère de l'Innovation, le ministère de l'Industrie, de l'Innovation de l'Énergie. Économie, innovation. C'est ça, merci. Comment ça en fait pas mal. Ils viennent de changer de nom, je suis tout mêlé. Mais c'est un de nos grands investisseurs aussi. On a à peu près une vingtaine d'investisseurs québécois, des personnes avec une certaine richesse qui veulent nous aider à développer l'économie quantique. Donc, on a certaines balises au Québec. Donc, il faut investir environ 60 de notre capital, qui est de 24 millions au Québec. On a aussi un autre 20 de notre capital qu'on peut investir dans des compagnies étrangères, mais qui vient soit s'installer au Québec pour créer de la richesse, créer des emplois, mais on a quand même aussi un 20 où on peut aller investir stratégiquement à peu près partout dans le monde. Donc, on a un peu de contrôle là-dessus. OK. Puis, dans le fond, là, déjà, on est dans ce sujet-là. On reviendra sur les autres rôles après. C'est bon. Dans le fond, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que, vous avez beaucoup de marge de manœuvre, mais est-ce que vous avez commencé à démarcher pour trouver ces prochaines entreprises-là ou est-ce que c'est elles qui viennent cogner à votre porte? Je suis comme curieux de t'entendre sur comment ça fonctionne, un fonds d'investissement basé ici à Sherbrooke, mais qui a une vision beaucoup plus large. On fait un peu des deux parce que vu qu'on est en pré-amorçage, donc on parle généralement de fonds d'investissement que les autres fonds d'investissement ne veulent pas toucher parce que c'est soit trop risqué ou c'est peut-être trop technique et ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'il y a en dessous de la compagnie. Donc, oui, il y a du monde qui vient cogner à la porte. Donc, souvent, ça va être soit des étudiants, des professeurs, du monde qui ont une bonne idée ou quelque chose dans un laboratoire qui voit qu'il y a un potentiel commercial. Mais aussi, souvent, c'est nous qui va cogner à la porte des laboratoires pour essayer de trouver s'il y a des technologies ou des projets qui pourraient être intéressants d'une manière commerciale. Donc, ça va un peu des deux. Puis c'est sûr que, comme dans toute démarche de pré-amorçage, on voit beaucoup de choses qui sont parfois farfelues. Surtout que le quantique a quand même la cote ces temps-ci. Hein. C'est un terme qu'on prend à toutes les sauces. Donc, souvent, on entend des bidules MP3 quantiques ou des vidéos quantiques. Bon, il y en a qui s'essayent. Mais enfin, un peu, c'est un peu ça, la valeur ajoutée qu'on apporte, je pense, dans l'équipe de Quantasset. On est une équipe de 3. Une personne qui est Ghislain Goulet, qui est un investisseur de carrière, qui connaît bien le monde des affaires. J'ai ma collègue Chloé Archambault, qui vient un peu comme moi du côté plus technique, mais qui a de l'expérience en start-up et en transfert technologique. Donc, on amène l'expertise quantique pour être capable non seulement de bien détecter les bonnes technologies, mais aussi bien détecter les entrepreneurs. Parce que quand on commence très, très de bonne heure dans une compagnie, souvent, ce n'est pas la technologie qui va faire qu'une compagnie va marcher, mais c'est les entrepreneurs. Donc, il faut avoir un flair pour ça. Mais en même temps, vu moi et Chloé, on vient tous les deux du milieu quantique, on a un bon réseau
Donc, on peut aider les compagnies à se connecter avec soit des clients potentiels ou des partenaires techniques potentiels. Donc, on n'est pas juste de l'argent. On est de l'argent, de l'expertise, on est une équipe. Puis, vu que c'est en trait de bonheur, souvent, les entrepreneurs, eux aussi, sont souvent à leur premier essai dans l'entrepreneuriat. Ils ne savent pas trop où s'en aller. On est là pour les coacher. Donc, on espère pouvoir amener le support que les compagnies ont pour passer de l'idée à un produit, à des ventes et éventuellement à la commercialisation. Puis, où arrive la propriété intellectuelle là-dedans? Parce que j'imagine que ce n'est pas n'importe qui a fini sa maîtrise ou son doctorat qui dit, là, aujourd'hui, je me pars en affaires, ça prend une idée. Est-ce qu'il y a de l'API qui est existante? Est-ce que c'est déjà breveté? Est-ce que ça dépend des fois? Comment vous jouez là-dedans? Parce qu'il y a partir la compagnie, mais il y a la techno en tant que telle aussi. Oui, mais ça, c'est la grande question. En fait, c'est la question à millions de réponses et sans réponse en même temps. La fameuse propriété intellectuelle. Donc, tu sais, c'est sûr que dans le quantique, on s'entend, c'est souvent pas des idées que tu as en prenant ta douche le matin ou que tu développes dans ton sous-sol. Ça vient l'idée à partir de ton sous-sol, là, remarque, on ne sait pas. Oui, mais tu sais, un tournevis puis une drill, ça ne t'aide pas à manipuler des dispositifs quantiques trop. Donc, très souvent, ça va sortir des laboratoires universitaires ou même collégiales. Donc, encore une fois, ça dépend des universités. Toutes les universités ont une politique de propriété intellectuelle différente. Mais des fois aussi, en quantique, il y a beaucoup dans le jargon, on appelle ça du know-how ou du trade secret. Donc, c'est des choses que, souvent, quand on parle de propriété intellectuelle, on parle de brevets. On pense souvent à des brevets, mais propriété intellectuelle veut aussi dire des choses que tu connais, mais que tu n'as soit pas besoin de breveter ou que tu ne veux pas breveter. Meilleur exemple, c'est la recette de Coca-Cola. Il n'y a pas de brevet, sur la recette de Coca-Cola. Il y a comme 2 personnes dans le monde qui la connaissent dans un coffre-fort. Parce que la minute que tu brevettes quelque chose, tu viens l'exposer à tout le monde. Donc, un brevet, ce n'est pas pour protéger ton idée comme telle, c'est pour empêcher les autres. Donc, c'est défensif. C'est empêcher les autres de prendre ton idée. Donc, si tu ne veux pas publier ta propriété intellectuelle, ben, tu la gardes pour toi. Ça vient avec des risques, ça vient avec des conséquences, mais une des belles affaires, c'est que tu n'as pas besoin de la partager nécessairement avec l'université. Des fois, c'est un brevet. L'université va avoir une certaine partie. Des fois, ça peut compliquer la vie en termes de négociation et d'investissement. Il y a du monde qui en vend plus que d'autres. Donc, ça peut un peu compliquer les choses. Mais la réalité, c'est si on regarde aujourd'hui, la très grande majorité des compagnies quantiques ne partent pas d'un brevet. Ils vont partir d'une bonne idée ou ils vont partir d'une publication qui est déjà faite dans les publications académiques et ils vont soit implémenter ou améliorer. Donc, la propriété intellectuelle, souvent, se développe une fois que la compagnie est lancée. Ça, je généralise. Okay? Des fois, il y en a des compagnies qui partent d'un brevet. Puis, j'imagine de toute façon que s'il y a des brevets à aller chercher, bien, il y a des licences à aller chercher. Il y a des licences. Il y a moyen de développer la compagnie à partir de cette idée-là. Oui, il y a des licences que tu peux faire. Puis, soit dit en passant, ça, c'est plus un art qu'une science. Aller chercher une licence d'un brevet, c'est de la négociation. Là, quand tu dis à quelqu'un, hey, je veux licencier ton brevet parce que je pense qu'il y a de l'argent à faire avec ça, bien là, tu viens de leur dire leur secret. Puis là, on va comme, ben là, s'il y a de l'argent à faire avec ça, moi, tu as licencié bien cher. Puis là, tu commences, tu n'as pas d'argent. Fait que souvent, tu t'es pogné dans un engrenage. Donc, tout le côté de la propriété intellectuelle, c'est quelque chose à naviguer que j'ai pas de réponse. C'est juste, c'est du cas par cas. Mais chose, c'est sûr, c'est une fois que tu commences ta compagnie, protéger ta propriété intellectuelle, c'est quand même assez important. C'est ça qui va te permettre d'avancer sans que les autres viennent voler tes idées. Parce que c'était ça originalement, je pense que ça fait 150 ans, grosso modo, que l'idée des brevets sont partis. L'idée, c'est comme tu as eu une idée, ben, on te donne l'exclusivité de la commercialiser pendant X années, vu que tu as eu cette idée-là. Mais après ça, c'est free for all. Tout le monde peut l'utiliser, mais c'est ça qui aide les jeunes startups à compétitionner avec les gros bons de la technologie, en disant, j'ai mon idée, je l'ai brevetée, donc tu ne peux pas venir m'en copier. Ils s'essayent pareil. Mais là, après ça, ça devient une guerre d'avocats. Ça, je ne rentre pas là-dedans. Puis, dans le fond, là, tu dis que vous avez un fonds qui est en train d'être monté. C'est un fonds en capital de risque. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un fonds en capital de risque versus d'autres fonds qui existeraient? Un fonds en capital de risque, ça veut dire que tu es prêt à prendre un risque. C'est plate comme définition, mais c'est pas mal ça.
En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand tu as une compagnie qui commence une bonne idée ou peut-être même un prototype, mais que tu n'as pas encore des ventes ou tu n'es pas encore au point que tu as un produit ou nécessairement un marché ou tu n'as pas du monde qui font la file pour acheter tes affaires, ben tes employés, il faut que tu les payes pareil. Hein? Puis ton recherche-développement, il faut que tu la payes quand même. C'est où tu apprends cet argent-là? Ben, tu peux aller voir la banque puis leur dire donnez-moi un prêt de 2 millions de dollars à 5 10 d'intérêt, mais je n'ai pas d'argent pour te payer, puis je ne vendrai pas de produits pour les 5 prochaines années, donc je ne peux pas te repayer. Tu peux être sûr que les banques ne sont pas dans ce business-là, ils vont te dire de retourner chez vous. D'autres manières, c'est de financer toi-même. Donc, il y a du monde, littéralement, qui prennent l'argent dans leur compte épargne, puis ils financent leur compagnie. Mais la réalité, c'est que quand tu es en train de faire une maîtrise ou un doctorat, en très grande majorité, tu as à peu près moins 2 dans ton compte en banque. Donc, tu ne peux pas te financer une compagnie qui coûte pas mal. C'est là que le capital à risque vient. Donc, un capital de risque, les investisseurs en capital de risque, ils ont une somme d'argent. C'est soit la leur ou soit celle de d'autres personnes. Dans mon cas, ce n'est pas la mienne, je te le garantis. Un petit peu, mais bon. On a trouvé du monde qui était intéressé à investir dans le quantique, mais ils ne se sentaient pas assez confiants pour investir eux-mêmes dans certaines compagnies ou qui voulaient diversifier leur portfolio. Donc, ils nous ont confié leur argent et nous, on va investir dans différentes compagnies. Puis l'idée du capital de risque, c'est que je suis prêt à investir dans ta compagnie. Je suis prêt à prendre le risque de ce que tu essaies de faire, mais je te donne de l'argent, mais en échange, je prends une partie de ta compagnie. Donc, un exemple comme ça, je suis prêt à mettre 1 million dedans. Je pense que ta compagnie vaut peut-être aujourd'hui une dizaine de millions, donc je vais prendre 10 en retour. Donc, à partir de ce moment-là, je deviens propriétaire, ben, je dis je, mais le fonds d'investissement devient propriétaire de 10 de la compagnie. Ensuite, il peut y avoir d'autres levées de fonds. Donc, les autres levées de fonds une autre personne va dire, ben moi, je suis prêt à mettre 5 millions, mais là, ta compagnie, elle vaut plus de 10 millions. Je pense que vous avez avancé, elle vaut 100 millions. Donc, 5 millions sur 100 millions, c'est quoi? C'est 20 Je pense que c'est 5 5 sur 100. Merci. 5 oui, c'est ça. Hein? Physicien, pas mathématicien. En fait, c'est pas vrai, j'ai un bac en maths. Mais en tout cas, pas en comptabilité, ça, c'est clair. Mais c'est ça. Mais le but, c'est ça le capital de risque. On te upfront l'argent en retour d'une partie de ta compagnie, en étant assez convaincu que plus tard, tu vas soit vendre la compagnie, tu vas aller en bourse, ou que ou que tu vas commencer à faire des profits, puis nous, on va tout avoir le pourcentage de ça. Donc, ça revient à ça. Donc, on prend le risque à la place de d'autres, mais en retour, on reçoit potentiellement beaucoup plus qu'un 5 de la banque ou aussi potentiellement absolument rien pantoute. Il y a du risque. Puis, je reviens à une question que j'ai posée peut-être un peu plus tôt, mais phrasée un peu différemment. Dans le fond, on est à l'Université de Sherbrooke ici, mais c'est vrai dans les autres universités. Quelqu'un a une bonne idée dans un lab. Ouais. Dans le fond, il y a, si c'est une nouvelle idée, il y a la portion ou le chemin des brevets, on l'a nommé, où il y a éventuellement dire, je pars ma compagnie, je vais avoir besoin de fonds, puis là, c'est là où est-ce que tu interviens. Comment cette personne-là fait pour entrer en contact avec vous? Elle vous appelle simplement puis à jase ou est-ce que quelqu'un disait, moi, ça m'intéresse l'entrepreneuriat, j'ai peut-être eu un cours ou deux dans mon programme, tout ça. Puis, mais c'est quoi l'étape qui fait qu'on se lance? Ça prend du guts, parce qu'on ne se le cachera pas, partir en entrepreneuriat, ce n'est pas donné pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose de facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ce n'est pas un succès garanti, loin de là, parce qu'encore une fois, tout le monde le ferait. En anglais, on dit c'est du grind. Hein, tu rentres dans l'aventure, puis c'est tough. Mais une fois que tu décides de prendre ce chemin-là, il faut que tu aies quelque chose quand même d'assez concret. Là. Tu ne peux pas venir nous voir et dire Hey Martin, j'ai pensé à ça un matin, puis je pense que quantique, nano, blockchain, bio, quelque chose va aider. Tu n'auras pas grand succès. Mais si tu as quelque chose un modèle d'affaires, il faut que tu dises j'ai cette idée-là, puis je veux l'emmener à quelque part. Je veux résoudre un problème qu'un marché a besoin. Parce qu'oubliez jamais, ça, c'est souvent, on oublie ça en tant que scientifique. Pour partir d'une compagnie, ça te prend minimum 2 choses. Un produit, ça, souvent, en termes de personnes technologiques, on le voit dans notre labo, puis on vient tout excité. Ça prend un marché. Parce que tu as bien beau avoir la bébelle la plus cool au monde. Si elle ne résout pas un problème, puis il n'y a personne qui veut l'acheter, tu n'as pas de compagnie. Tu as un maudit beau projet, mais tu n'as pas de compagnie.
Donc, il faut quand même que tu aies une idée claire là, de où que tu t'en vas, avec quoi, pour qui, quel problème tu résous. Puis à ce moment-là, tu vas cogner aux portes. C'est aussi simple que ça. Nous, notre job, ben, je dis nous, les investisseurs, une grosse partie des investisseurs, c'est de recevoir des demandes, de passer au travers, puis après ça, de trouver les meilleurs, puis ceux qui ont du potentiel. Donc, ça, c'est une affaire, je peux dire, aux étudiants, parce que je l'ai vu souvent, des étudiants qui ont peur d'aller cogner à la porte d'un investisseur. C'est notre job de répondre à vos besoins. Fait que gênez-vous jamais. Puis attendez, puis vous n'êtes pas obligé d'attendre de dire j'ai besoin d'argent là. Commencez bien de bonne heure, bâtissez des relations. Parce que rappelez-vous, j'ai mentionné ça plus tôt. On investit pas mal plus dans les entrepreneurs qu'on investit dans la techno. Puis la raison est bien simple. La techno est peut-être bonne, elle n'est peut-être pas bonne. Si elle n'est pas bonne, on va en trouver un autre. Un entrepreneur, quand tu as un bon entrepreneur, peu importe c'est quoi la techno, il ou elle va faire quelque chose de bien. Mais quand tu investis dans un entrepreneur ou une entrepreneur, si la techno, ça donne qu'elle ne marche pas ou qu'elle ne résout pas quelque chose, bien, l'entrepreneur est encore là, puis on peut continuer là-dessus. Donc, bâtissez des relations avec vos investisseurs, connaissez-les bien. Si tu es en pré-amorçage, je peux te dire tout de suite, ne va pas cogner à la porte à une banque. Ils vont te tourner de bord. Ils ne prennent pas ce risque-là, mais vous pouvez venir cogner à la porte à la mienne. Ou, il y a aussi la Banque de développement Canada qui ont un fonds en deep tech. Il y en a plein d'autres au Québec. Donc, c'est important de commencer de bonne heure, bâtir des relations, de te faire connaître. Puis, il y a aussi les accélérateurs, il y a des incubateurs. Ici, à l'Université de Sherbrooke, il y a là, des accélérateurs entrepreneuriaux des jardins. Super belle ressource. Il y a l'Asset, qui est une des compagnies pour qui je travaille. Ben, donc, les ressources sont là. C'est là où j'étais pour t'amener. Dans le fond, en amont de te parler, si tu dis ça prend un projet entrepreneurial, ça veut dire que l'idée, elle a quand même germé. Donc, pour les gens de l'Université de Sherbrooke, ça veut dire l'accélérateur d'entreprise des jardins. Ça veut dire des programmes comme QSciTech, par exemple, où il y a des cours d'entrepreneuriat à l'intérieur du programme. Donc, l'idée peut être modelée à ce moment-là. Puis à un moment donné, quand ça devient un peu plus mûr, mature, mais l'idée est présentable parce que tu dis, je veux pas juste qu'on s'assoie et qu'on prenne une bière. Je veux qu'on jase d'une idée qui est réelle. À ce moment-là, il y a quand même un travail en amont à faire. Mais on sait que donc l'accélérateur, pas l'accélérateur, mais le fonds compte asset, puis l'asset comme incubateur, dans le fond, d'entreprise de haute technologie, en fait, est disponible aussi là, comme incubateur. Puis ça, c'est un autre des très grands avantages à parler à des investisseurs. Parce que, encore une fois, nous, les investisseurs, on peut élever un peu comme un portefeuille, mais on n'est pas juste ça. Il ne faut pas nous diminuer à juste des dollars. Parce que nous, en fait, quand on investit, c'est tout dans notre intérêt de supporter les compagnies le plus possible. Le plus qu'on les supporte, le plus qu'ils ont des chances d'avancer, plus qu'ils ont des chances d'avancer, plus qu'ils ont des chances d'avoir d'autres investissements, plus qu'ils ont des chances d'avoir des retours dans mon investissement. Donc, on devient une source quand même assez pleine de connaissances de qui tu devrais parler pour quel problème. Donc, on connaît tous les incubateurs, tous les accélérateurs, tous les autres fonds d'investissement. Donc, on a un peu, vous pouvez venir nous parler, nous dire c'est quoi votre problème, puis on peut vous dispatcher, là, parce que c'est dans notre intérêt de voir une nouvelle idée qui germe, de sortir fort, parce que là, nous, on vient de trouver quelqu'un que peut-être qu'on peut investir dedans. Puis ici, à l'Université de Sherbrooke particulièrement, je vais faire un peu de publicité parce que j'ai passé au travers moi-même. Tu as mentionné QSciTech tantôt. QSciTech, ils ont développé un cours, j'essaie de me rappeler du nom, mais c'est quelque chose, entrepreneuriat quantique. Te rappelles-tu du site exact? Quelque chose, entrepreneuriat quantique. ACT 800. Ça, je m'en rappelle. C'est un cours qui est donné par l'École de gestion. Oui. Une bonne réponse, c'est dans la salle. Bon. Modèle d'affaires pour projets entrepreneuriaux en technologie quantique. Je répète, donc on nous a soufflé à l'oreille. Oui, Yves, qui était un des enseignants quand je l'ai fait. Je l'ai fait moi-même pour un autre projet. L'idée derrière ce cours-là, c'est un cours de modèle d'affaires pour projets entrepreneuriaux. Modèle d'affaires, c'est un modèle d'affaires. Hein? C'est quoi tu vends et à qui. Grosso modo, ça revient plus compliqué que ça, là, mais ça revient à peu près à ça. Puis, ce cours-là, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'ils ne te disent pas quoi faire. Ils te le font faire. Fait que tu arrives au début du cours avec des idées de projet. Tout le monde peut arriver avec une idée de projet. Ça peut être des vrais projets, ça peut être des projets inventés, ça peut être des projets que tu penses qui ont de l'allure, mais en gros, pendant 3 mois et demi, tu travailles avec une équipe, puis tu bâtis un modèle d'affaires, tu bâtis une liste de clients potentiels,
Tu sais, la fameuse tagline du cours, c'est Get out of the building. Tu vas parler à du monde qui peut-être vont être intéressés par ce que tu es en train de développer. Puis au bout de 3 mois, tu as un modèle d'affaires, tu sais que tu t'en vas, tu sais quoi faire next. Tu es quasiment prêt à t'incorporer puis à aller demander de l'investissement. Des fois, ça va être des vrais projets qui peuvent vraiment t'emmener à une compagnie. Dans mon cas, c'est un projet de laboratoire, on parlera ça tantôt. Mais dans d'autres cas, ça l'a amené à des compagnies. Puis ça, j'ai trouvé que c'était un exercice incroyablement pertinent parce que c'est une chose de le savoir, c'est une autre chose de le faire. Puis là, ils te le font faire. Puis à tous les semaines, tu as le prof Jean Bibeau, qui est un énergumène lui-même, qui t'assure que tu fais ta job, puis que tu vas leur faire. Puis c'est un cours qui était fantastique. Puis tout le monde devrait passer par là, que vous soyez entrepreneur ou non. Parce que n'oubliez pas, là, être un entrepreneur, ça ne veut pas juste dire partir une compagnie. Tu sais, toi, tu n'as pas de compagnie, mais tu es entrepreneur. Tu runs l'AlgoLab, vous avez fait des énigmes quantiques. Ça prend de la fibre entrepreneuriale pour faire ça. Donc, c'est un cours qui va être surtout basé sur comment on part une compagnie, mais tous les concepts de comment on fait un projet sont là. Donc, ça va vous servir toute votre carrière. Excellent. Ben, écoute, comme ça. Je pense que si je n'étais pas convaincu, là, je le suis. Là. Ça va à peine. Excellent. Écoute, je te change un peu de sujet. Dans l'introduction, j'ai dit que tu étais aussi conseiller technique pour Numana et la zone d'innovation. Oui. Si on y va dans cet ordre-là, Oui. parce que là, tu viens de nous parler du fonds Quantasset, donc qui est logé à l'A7, incubateur d'entreprise ici à l'Université de Sherbrooke. Oui et non. On est séparés. OK, vous êtes séparés. On est séparés. On est 2 entités séparées. C'est pas qu'ils n'ont rien à voir, mais l'A7, c'est pour des entreprises. Nous, c'est pour l'investissement. Donc, le mur, il y a comme un mur entre les deux décisionnels. Ouais. On peut investir dans des compagnies qui ne sont pas à l'A7, puis c'est pas parce que les compagnies sont à l'A7 qu'on investit dedans. OK. Mais Donc, le nom, il est trompeur. Vous êtes dans ce bâtiment-là, fait que j'imagine que c'est pour ça. On est amis. Vous êtes amis. Ouais. OK. Bon, je travaille pour eux autres aussi. Fait que ça vient mêler les choses un peu, là. Mais je te comprends. Je vais essayer de ne pas aller plus loin que ça. OK. Peux-tu nous parler de Numana, comme je l'ai nommé, juste pour nous dire, c'est un autre joueur en quantique au Québec, en fait, pas que en quantique, mais qui s'intéresse quand même au quantique. Oui, bien, Numana, sont basés à Montréal, mais ils représentent le Québec au complet. En fait, c'est des catalyseurs d'écosystèmes. Eux, ils essayent, c'est un peu une think tank qui prend différents sujets et qui essaie de bâtir des écosystèmes autour de ça. Ils font la science de la vie, ils font de l'ICT, mais dans le quantique comme tel, Numana s'est fait donner un mandat de designer et d'implémenter un banc d'essai de communication quantique à travers le Québec. Ouais. Ça, c'est un banc d'essai de communication quantique. Il n'y en a pas au Québec. Il y en a un au Canada, à Calgary, mais il est très académique. Genre, il est dans un lab. Donc, eux se sont fait donner ce mandat-là. Ils ont le mandat de gestion. Mais l'équipe de Numana, ce n'est pas nécessairement une équipe technique quantique. Donc, c'est là que j'ai un peu commencé à travailler avec eux. J'ai travaillé quelques années en cybersécurité quantique puis en communication quantique. Donc, en fait, on travaille ensemble pour développer un banc d'essai pratique consacré à l'industrie au Québec. Donc, il va en avoir un à Sherbrooke, un à Montréal, un à Québec. Ils vont tous être interreliés. Ils ont chacun leur saveur. Puis moi, j'ai l'idée un peu le design technique de ce qu'on va faire ici à Sherbrooke. Puis le but de ce banc d'essai-là, c'est un peu pour catalyser l'expertise québécoise en communication quantique, qui, soit dit en passant, n'est pas très présente. Hein? C'est un peu un paradoxe parce que la communication quantique a été inventée à Montréal par Gilles Brassard. Mais en termes d'activité terrain, là, je parle que ce soit de recherche ou de développement, on ne fait pas une tonne d'activité au Québec. Puis la communication quantique, ça amène aussi le côté cybersécurité quantique, qui est quelque chose de très important à considérer déjà aujourd'hui, parce que la menace quantique s'en vient. Les ordinateurs quantiques brisent la cybersécurité. On ne rentre pas dans les détails, mais il y a ça. Puis la cybersécurité, tu n'achètes pas ça de d'autres pays. Hein. Faut que ça soit une technologie quand même assez souveraine. Parce que pourquoi tu trusterais un autre pays pour dire oui, le cadenas, il est sécure, tu peux me faire confiance là-dessus. Même si des pays alliés, il ne faut pas trop faire confiance. Donc, l'idée derrière ça, c'était de bâtir un réseau physique où que des compagnies,
ou des chercheurs universitaires qui essaient de développer des produits pratiques et applicables. Donc, on n'est pas dans la recherche fondamentale, mais plus dans la recherche et développement pratique pour pouvoir développer des produits, des protocoles, mais aussi pour permettre aux utilisateurs de cybersécurité de pouvoir se faire la main un peu aux technologies quantiques pour la cybersécurité et en plus pour ce qu'on appelle l'Internet quantique, qui est un peu la grande famille des technologies de communication quantique, mais aussi qui nous va nous emmener plus dans le 5, 10, 15 ans là, dans le futur. Bien, puis si vous êtes intéressé par en savoir plus sur l'Internet quantique, on a d'autres rencontres quantiques là, sur la chaîne YouTube de l'IQ qui ont traité de ce sujet-là. Donc, vous pouvez déjà y aller. Et je suis persuadé que dans le futur, on en reparlera également. Peux-tu, juste encore sur ce sujet-là, peut-être une dernière question, nous dire concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient à Sherbrooke? Parce que là, tu nous nommais Montréal, Québec, Sherbrooke. Oui. C'est le triangle actuel qui est envisagé. Qu'est-ce qui s'en vient à Québec, à Sherbrooke, à Montréal? Quand est-ce qu'on pense pouvoir commencer à bénéficier de ces infrastructures-là, commencer à faire de la recherche là-dessus? Parce que c'est pour les entreprises, mais ça reste dans un stade de recherche quand même, j'imagine. Bien, oui et non. En fait, on essaie d'être encore une fois, un peu comme l'autre projet qu'on va parler bientôt, on essaie d'offrir un service que les entreprises ont besoin. Puis le service peut aller à la recherche, donc très de bonheur dans la chaîne d'innovation, mais jusqu'à l'utilisateur qui connaît rien à la quantique, puis qu'il ne veut pas apprendre rien de la quantique, mais qui a besoin de la cybersécurité que le quantique offre. Donc, on essaie de répondre à tous ces besoins-là. Donc, à ta question, qu'est-ce qui se passe à Montréal, Québec, Sherbrooke? Je ne peux pas vraiment parler pour Montréal et Québec parce qu'ils sont en train de faire le design. Donc, on sait grosso modo, à Montréal, il y a la télécom TELUS qui est en arrière de ça, qu'eux, ils ont certains projets à l'interne. C'est eux qui vont fournir la fibre optique. Donc, il y a quoi qui se prépare là à l'interne de TELUS? Je ne sais pas trop c'est quoi. À Québec, il va y avoir l'Institut national d'optique, qui est un des partenaires, je pense, de l'Institut quantique ici, mais aussi de la zone d'innovation. Eux, ils ont l'air à regarder à faire plus de la communication quantique, mais en free space. Là. Pas de fibre, mais de point à point dans les airs. Je sais qu'ils travaillent avec la base militaire de Valcartier, qui ont un certain intérêt pour les communications furtives et tout ça. Ici, à Sherbrooke, on a vraiment fait un focus sur l'industrie. Puis vraiment, puis aussi, on a été le projet pilote. Donc, ça fait environ 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. Puis, on s'est dit, pourquoi construire un réseau à Sherbrooke quand on pourrait construire 3 réseaux à Sherbrooke? Pourquoi pas? Je veux dire, hein? Non, mais si tu peux en faire un pour 1 pièce, fais-en 3 pour 3 piastres, tant qu'à être là. Fait qu'on a fait 3 réseaux avec 3 mandats très différents. Donc, le premier réseau, qui est simplement un réseau de fibre noire. Donc, la fibre noire, c'est de la fibre optique où il n'y a aucun trafic dessus. Quand on fait de la communication quantique, donc on envoie des photons uniques, ça prend de la fibre noire parce que si tu as du trafic de l'Internet normal, là, il y a de l'interférence, les photons, ils viennent tout mêler, il y a du déphasage, ça ne marche pas. La fibre noire, ça coûte extrêmement cher. En fait, si tu veux l'acheter la mettre dans ton laboratoire, tu peux t'acheter une spool de 50 km pour à peu près 1000 $. Fait que ça, c'est pas très cher. Mais si tu veux une fibre noire dans un réseau déjà établi, c'est presque impossible à trouver parce que, 1, pourquoi ils installeraient de la fibre sans l'utiliser? Puis 2, s'ils ont de la fibre sans l'utiliser, pourquoi ils la donneraient à quelqu'un quand ils vont probablement en avoir besoin bientôt? Parce que, tu sais, les débits Internet continuent de monter. À un moment donné, ça prend plus de fibres. Mais on a eu la chance, on a la chance qu'ici, à Sherbrooke, Bell Canada a comme mis trop de fibres dans la terre. Ben, ils n'ont pas trop mis, mais il y en a en masse. Puis Bell Canada a décidé d'embarquer dans le projet avec nous en nous offrant gracieusement l'accès à une quinzaine de fibres noires. Ça a une valeur quasiment sans prix. Là. Si tu demandes à n'importe qui autour du monde, c'est quoi la chose la plus dure en communication quantique, ils ne vont pas dire c'est faire des photons uniques, détecter des photons. Non, avoir accès à de la fibre noire.
Donc, nous, c'est vraiment important qu'on ait de la fibre noire industrielle, commerciale. Donc, notre banc d'essai ici à Sherbrooke, on n'a rien fait de fancy, là. On n'a pas mis des fibres parfaites qui vont parfaitement à droite avec des connecteurs parfaits. Non, non, non. On est pour l'industrie, c'est-à-dire si tu veux un produit de communication quantique qui marche, bien, il faut qu'il marche dehors. Puis dehors, c'est le réseau de Bell Canada, le réseau de TELUS. C'est quand la fibre qui monte dans le poteau, qui branle, quand il vente. Donc, ça prenait ça. Donc, notre réseau numéro 1, c'est un réseau avec 3 nœuds qui sont tous connectés avec de la fibre noire. Puis ça, notre audience, c'était pour les développeurs de produits, les chercheurs, les développeurs, ceux qui essaient de développer des produits de communication quantique, que ce soit des sources de photons, des détecteurs de photons, répéteurs quantiques, mémoire quantique, quantum key distribution, you name it. Fait que là, il y a 3 nœuds ici à Sherbrooke. Ils vont avoir 3 nœuds ici à Sherbrooke. Il y en a un sur le campus, pas loin d'ici, je pense que ça va être dans le D3, dans la faculté de la science, juste à côté. Il va en avoir un dans les bureaux dans le quartier général de district, qui est la zone d'innovation, puis il va en avoir un chez Pink, la plateforme d'innovation numérique et quantique, qui est à peu près à 1 km d'ici. Ouais. Puis il va aussi avoir une fibre noire qui part de Sherbrooke, qui s'en va à Ascot Corner, puis qui revient une trentaine de kilomètres. Donc, ça, c'est vraiment pour les développeurs de produits qui veulent sortir du laboratoire puis aller tester sur le terrain dans des vraies conditions. Puis là, quand est-ce que ça arrive, ce réseau-là, pour être capable de commencer? 2 semaines. Dans 2 semaines. J'espère. J'espère. Okay. 2 semaines. Ouais, on va être là. En fait, la fibre est connectée dans le building. La fibre passe du building jusqu'au serveur de Bell, puis revient vers un autre building. Puis là, il faut juste attendre que Bell patch les deux. C'est comme un vieux switchboard des années 40, là. Donc, en fait, je dis 2 semaines, il faut attendre de patcher les 2 câbles, il faut attendre que la compagnie d'assurance dise OK, on vous assure. Ça, c'est une autre affaire. Puis, bienvenue en science, c'est pas juste la science qui dicte tout. Des fois, c'est les assurances aussi. Mais c'est imminent, là. Ça s'en vient très bien. On a déjà du monde qui va l'utiliser, certaines compagnies start-up qui vont venir l'utiliser parce que pour cette raison-là, ils voulaient sortir du laboratoire. Puis, ils disaient entre le laboratoire et un produit que tu vends commercialement, il faut que tu fasses des tests. Donc, c'est un peu ça que notre réseau va offrir. Après ça, c'est comme un extrême. Après ça, on s'en va à l'autre extrême où on construit un réseau de distribution quantique de clés qu'on appelle transparent. Qu'est-ce qu'on veut dire par transparent? C'est que les utilisateurs du réseau de distribution quantique de clés n'auront pas besoin de connaître c'est quoi le quantique pour utiliser ça. Parce que soyons honnêtes, là, faire de la distribution quantique de clés, c'est un beau projet scientifique. Il y a de la superposition, il y a de l'intrication, tu as tous les buzzwords qui viennent avec ça. Tu as de la belle science, tu as de la belle ingénierie. Mais à la fin de la journée, c'est qui va utiliser ce produit-là? Ce n'est pas un physicien quantique. C'est un ingénieur de cybersécurité ou un ingénieur de système qui ne connaissent jack en quantique, puis pourquoi ils auraient besoin d'apprendre c'est quoi une superposition ou une base de mesure quand que eux, la seule affaire qu'ils ont besoin, c'est d'une clé d'encryption. Donc, quand on parle de QKD transparent, c'est ça qu'on veut dire. On a construit un réseau que, en dessous du capot, ça va être des échanges de clés quantiques, mais que pour l'utilisateur, ça va être juste la cybersécurité. Ça va être une clé qui arrive on appelle un KMS, un Key Management System, qui te fait juste dire « donne-moi une clé », elle te donne une clé, puis là, tu fais ton encryption. Fait que tout ce qui est en dessous, l'utilisateur n'a pas besoin de savoir ça. Puis ça, notre audience, ce n'est pas les développeurs de produits, mais c'est les utilisateurs, les banques, les gouvernements. C'est ceux qui encryptent l'information, qui font l'identité digitale. Puis aujourd'hui, quand on regarde pourquoi que les compagnies n'adoptent pas la technologie de la cybersécurité quantique, souvent la réponse est « je ne connais rien en quantique ». Bien, tu n'as pas besoin de connaître la quantique. Puis c'était ça notre but. Ça va devenir à ma connaissance, c'est sinon le seul réseau où on a élevé le stack de contrôle jusqu'à ce que tu n'as plus besoin de connaître le quantique. On t'amène à une place qui est familière, une place familière pour tout ingénieur en cybersécurité. Donc, on leur offre des protocoles VPN, TLS, IPsec, le type de protocole qu'on utilise typiquement sur Internet, là. Donc, ça, l'audience, c'est plus un monde qui veulent adopter la cybersécurité quantique, qui veulent voir
quel effet ça va avoir sur leur propre réseau, comment que ça va se marier avec d'autres protocoles. Puis entre les deux, on sort un peu de la cybersécurité et on s'en va vers l'Internet quantique. Donc, on va aussi construire un réseau de distribution d'intrication. Puis le réseau de distribution d'intrication, en fait, il ne faut pas voir ça comme la cybersécurité quantique, mais il faut voir ça plus comme un échange de ressources, où on veut échanger de l'intrication entre deux parties, puis pour être ensuite être utilisé. Être utilisé à quoi? Ben, tu peux utiliser ça pour faire de la cybersécurité, mais tu peux utiliser l'intrication pour faire du calcul quantique distribué, pour faire des répéteurs quantiques, pour faire du captage quantique distribué et encore d'autres. Donc, on offre ces trois affaires-là. Donc, le fibre noire, ça va être prêt dans quelques semaines. Le réseau de QKD, ça va être aussi prêt dans quelques semaines, disons quelques mois, là, juste pour être safe. Réseau de communication de distribution d'intrication, ça, ça peut être un peu plus long. Ça va peut-être prendre un an et demi, là, mais on espère que ça arrive. Mais ça, c'est Sherbrooke. Entre-temps, Québec et Montréal travaillent aussi. Excellent. Donc, Il me semble que c'était une longue réponse. Hein? Ben, c'était fascinant comme projet, en fait, qui est en train de se mettre en place. Donc, allons-y vers la zone d'innovation. Oui. Donc, tu travailles aussi comme conseiller technique pour la zone d'innovation. Qu'est-ce que c'est que la zone d'innovation de Sherbrooke? On va commencer avec ça. Puis ensuite, ça, évidemment, il y a un paquet de détails. La zone d'innovation, ils ont fait un rebranding bientôt. Ça s'appelle District, avec un Q, bien sûr. Ça va de soi. District parce qu'on trouvait que le nom, ça allait bien, parce qu'on essaie vraiment de construire un quartier quantique. Donc, mais si on retourne en arrière un peu, l'idée des zones d'innovation, c'est une idée qui vient du gouvernement actuel, qui ont décidé de faire des investissements importants, donc je dirais même massifs, dans certaines régions, peut-être 8-10 régions du Québec, autour d'un certain thème d'innovation, ou qui vont investir des sommes pour de l'infrastructure, du talent. Mais ce n'est pas juste pour investir dans le thème comme tel, mais tout ce qui vient autour, la mobilité, aussi il y a de l'argent pour désinfecter des terrains, décontaminer des terrains pour pouvoir construire des nouveaux buildings qui vont servir à la communauté. Donc, c'est vraiment, il faut penser à zone au sens large, vraiment au sens quartier. Ici, à Sherbrooke, on a été désigné zone d'innovation quantique du Québec. Puis ça, il faut donner, il faut remercier le monde qui nous ont vraiment aidés là-dessus. Ça n'aurait jamais été possible sans le travail absolument extraordinaire que l'Université de Sherbrooke a fait dans les 45 dernières années. On ne rentre pas dans l'histoire de l'Université de Sherbrooke, mais c'est un fait qui est malheureusement peu connu au Québec. L'Université de Sherbrooke, c'est un bonze de la recherche en quantique mondiale. C'est principalement en matériaux quantiques et en recherche en matière condensée, jusqu'à une dizaine d'années où il a commencé à faire de l'expansion dans l'informatique quantique et les technologies quantiques. Donc, pas mal toute part de là. Vous avez développé à l'université la main-d'œuvre, le training, des infrastructures. Donc, ça faisait juste du sens de bâtir tout un écosystème autour de la recherche académique pour pouvoir en faire sortir une industrie quantique. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on est en train d'oublier l'université. L'université est très importante, mais une université fait sa job première qui est d'éduquer les nouvelles générations d'ingénieurs et de scientifiques, et de politicologues et tout, et faire de la recherche fondamentale. Mais nous, l'idée de la zone d'innovation, c'est comment on peut augmenter ce que l'université fait pour prendre les idées, ou du moins pour créer un écosystème autour de ça, pour créer une économie et une industrie quantique. Donc, ça, c'était le mandat. Il y en a une autre zone d'innovation à Bromont qui est sur la sur la microélectronique. Il va y en avoir un autre sur les batteries, sur l'hydrogène vert, l'agriculture. Bon, mais zone d'innovation quantique, on était la première. On parle d'un projet d'environ 425 millions de dollars. Donc, c'est pas rien. Puis l'idée ici, la manière qu'on a construit ça, on a un peu construit comme une start-up. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a essayé de comprendre quels sont les défis pour créer des compagnies quantiques
pour grossir des compagnies quantiques, pour les rendre, pour avoir du succès. Donc, on a fait un peu comme, on a fait un modèle d'affaires. On a appelé une soixantaine de compagnies partout dans le monde, dans toutes les aires du quantique, à différents stades. Puis on a dit, si vous aviez un support d'une organisation pour vous aider dans votre cheminement, du début jusqu'à où est-ce que vous êtes rendu, qu'est-ce que ça prendrait? Puis on a vu des thèmes sortir. Puis qu'est-ce qu'on est en train de faire à la zone d'innovation? On est en train de bâtir des programmes ou des infrastructures pour enlever tous ces défis-là que les compagnies ont eus. Puis quelques exemples que je peux donner, bien, le projet de Numana, qui n'est pas directement district, mais c'est un exemple de souvent les compagnies nous disaient, bien, moi, je travaille en communication quantique, j'ai besoin d'accès à des réseaux à des vraies conditions, mais les seuls qui existent autour du monde, c'est d'autres personnes qui sont propriétaires. J'y ai accès 2 heures par mois. Ça ne m'aide pas pantoute. T'sais. Donc, ça, c'est un exemple. D'autres choses qu'on s'est rencontrées, c'était accès à de l'investissement en pré-amorçage puis en amorçage. Mais c'est un peu de là que Quantasset est sorti aussi. Parce que si on est en train de bâtir un écosystème pour créer et grossir des compagnies, bien, ça prend de l'argent, ça prend de l'investissement. Puis pas juste de l'investissement gouvernemental. Là. Maintenant, les compagnies sont assez grandes que ce n'est plus de la recherche. Il faut que ça soit de l'argent privé. Donc, c'est de là, c'est là l'esprit des zones d'innovation. Est-ce que tu peux nous parler de l'espace quantique, donc qui est en train d'être rénové actuellement? Oui, j'étais là un matin, ça commence à ressembler à un vrai building. L'espace quantique, en fait, ça a été un des projets forts de la zone d'innovation district. C'est, bien, si on est pour être plusieurs travailleurs du quantique, ça prendrait une place pour qu'on se trouve tous. Ici, vous avez l'Institut quantique qui a été designé, corrige-moi si ce n'est pas vrai, mais à ma connaissance, vous l'avez designé pas pour être une place à bureau, mais pour être une place de rencontre. Hein? C'est pour ça qu'il y a le bel auditorium en plein milieu. On se rencontre, on prend des cafés. Donc, tu rentres ici, puis ça sent le quantique. Bien, l'espace quantique, c'est un peu la même idée, mais industriel, commercial. Donc, c'est un building de 50 000 pieds carrés où il va y avoir de l'espace bureau, bureau fermé, bureau ouvert. Il va y avoir des espaces communs. Il va y avoir une table de baby-foot. Il va y avoir 2 machines à café. Pour que, en fait, ce qu'on espère, c'est que toute compagnie qui travaille dans le quantique soit installée à l'espace quantique pour créer une espèce de quartier général de l'industrie quantique. Non seulement pour Sherbrooke, mais pour le Québec en entier. Donc, tantôt, tu as parlé de quartier général déjà. Donc, est-ce que c'est le quartier général de la zone qui est à l'espace quantique? Bien, oui et non, parce que ça s'appelle l'espace quantique 1. On voit grand, nous autres. Hein? Un building, c'est pas assez. 50 000 pieds carrés, ça va peut-être nous durer 1 an et demi, 2 ans. Ça en prend un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc, quand je parle quartier général, c'est un peu un loose term. Là. C'est dans le sens que on veut que ça soit l'épicentre de l'écosystème industriel quantique du Québec et de Sherbrooke. Excellent. Peux-tu me parler de DevTech? DevTech. Qu'est-ce que c'est DevTech dans tout ça? Ben, c'est un DevTech avec un Q, bien sûr, évidemment. Ça va de soi. Donc, DevTech, développement de technologies quantiques. Ça, c'est un autre thème qui est ressorti très souvent dans notre étude de marché auprès des startups. C'est on n'est pas capable d'avoir accès à de l'infrastructure qu'on a besoin. OK? Donc, si tu es une compagnie en software quantique, en application logicielle, tu n'as pas besoin d'énormément d'infrastructures. Serveur accès à un HPC, puis ça va. Mais si tu travailles en dispositif quantique, je ne sais pas, moi, à base de matériaux supraconducteurs, bien là, ça te prend pas mal d'infrastructures. Ça te prend des frigos à dilution. Les frigos à dilution, ça veut dire que tu as besoin d'air compressé, tu as besoin d'un refroidisseur à eau. Tu as besoin d'électronique. Là, tu additionnes tout ça, tu en as juste pour partir. Là, en partant, tu as à peu près 1 million de dollars d'équipement, plus pour une expérience. Mais là, ton 1 million de dollars d'équipement, il faut que tu le mettes dans un building qui est approprié. Qui ait le bon contrôle d'humidité, le bon contrôle de température, les vibrations. Donc là, tu parles probablement, si tu le construis toi-même, 25 millions de buildings. Bon,
fera pas ça, on va se louer quelque chose, mais il faut que tu fasses des améliorations locatives. Donc, 4, 5, 6, 700 000 facile. Donc, tu n'as même pas encore commencé, puis tu es déjà rendu à 2 millions. Tu le prends où, ce 2 millions-là? Ah, là, tu dis, ben, c'est correct, je connais Martin Laforêt, il y a un fonds d'investissement, il va investir. Là, tu viens me voir, tu dis, hey, je veux un investissement de 3 millions, puis là-dessus, je vais en dépenser 2 millions dans de la ferraille. La première chose que je vais dire, c'est comme, sors d'ici. Tu viendras me revoir quand tu as une vraie proposition. Il n'y a pas un investisseur qui va te donner de l'argent pour acheter de l'équipement. Parce que de l'équipement, honnêtement, ça ne vaut rien. C'est de la ferraille. Ce qui vaut de l'argent, la valeur, c'est le monde, c'est les cerveaux. Donc, quand tu es en début de compagnie, tu peux pas, tu ne seras pas capable de dépenser de l'argent pour acheter de l'équipement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bien, souvent, tu fais ce que pas mal tout le monde fait. Tu vas voir ton ancien superviseur, puis tu leur demandes ah, serais-tu assez gentil pour me donner accès à tes frigos à dilution la fin de semaine, une fois par mois, tu sais, une semaine par mois, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Puis ils vont dire OK, mais là, si tu as accès à un frigo à dilution 2 heures par semaine, 2 heures par mois, tu n'iras pas loin. Mais malheureusement, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a énormément de compagnies qui ont commencé très lentement pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient pas accès à l'infrastructure. Ou ils ont pris l'autre approche, c'était comme je vais compter une histoire tellement belle que les investisseurs vont me garrocher de l'argent. Mais pour convaincre les investisseurs de te garrocher beaucoup d'argent, il faut que tu comptes des affaires un peu shaky. Fait que si tu ne commences pas du bon pied. Donc, le DevTech, c'était un peu la réponse à ça. C'est au lieu que les jeunes compagnies essayent de convaincre quelqu'un de leur donner accès à de l'équipement ou d'essayer de convaincre des investisseurs à lui donner de l'argent pour acheter l'équipement, on a dit, bien, nous autres, on va acheter l'équipement, on va l'installer, puis les compagnies vont avoir accès 24 sur 24, 24/7 à l'équipement en échange d'un frais d'utilisateur. Donc là, tu viens de tourner ce qu'on appelle un CAPEX, une dépense en capitaux, puis tu viens de le tourner en APEX, en coût d'opération. Donc, au lieu de payer 2 millions upfront, ben là, tu payes, je ne sais pas moi, 2 000 $ par semaine ou 10 000 $ par mois. Puis ça, c'est très gentil pour les investisseurs. Parce que si ta compagnie, elle ne marche pas, ben là, tu n'es pas pogné avec 2 millions de ferrailles que tu ne sais pas quoi faire avec, mais ça t'a juste coûté des frais d'utilisateur, donc tu as été capable d'avancer. Donc, ça, cette idée-là, a tellement fait son chemin que le DevTech n'est pas encore construit, puis il y a déjà une file d'attente pour avoir accès aux équipements. Donc, on est en train d'installer 5 frigos à dilution, tout équipé avec les lignes conductrices, micro-ondes, DC, le stack d'électronique. Puis ça, c'est juste le côté de l'infrastructure qu'on appelle cryogénique. Donc, pour le monde qui travaille en dispositif supraconducteur ou en dispositif à qubits de spin, par exemple. Puis on est aussi en train de créer, parallèlement à ça, l'idée semblable, mais en optique photonique. Mais là, ça amène des challenges. Parce que ce qui est le fun avec la matière condensée, c'est que pas mal tout le monde utilise à peu près pas mal tout le même équipement. Hein, tu as un frigo à dilution, tu as des lignes coax jusqu'à 18 GHz, des fois 40 GHz, des fois tu as un M. Tu sais, 80% du stock, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est facile de bâtir un parc d'équipement. En optique photonique, c'est le Far West. Okay? Il n'y a pas 2 lames qui utilisent la même fréquence, la même longueur d'onde, qui utilisent les mêmes choses. Donc là, on se demandait, bien là, si on veut aider les compagnies en optique photonique, comment qu'on s'enligne? Fait que là, c'est un peu là que la statistique a rentré. Si tu regardes toutes les compagnies dans le monde, en quantique, il y en a peut-être 450, grosso modo, répertoriées. La moitié sont software. Fait que la moitié n'aura jamais affaire au DevTech. L'autre moitié sont en hardware, donc eux autres, ils ont de la possibilité. Dans cette moitié-là, tu en as la moitié, donc 25 % de toutes les compagnies qui sont en matière condensée. Donc déjà là, si tu regardes on appelle ça le TAM, notre Total Addressable Market, tu as quand même 25 % des compagnies en quantique qui existent et qui vont exister, qui peuvent avoir une demande au DevTech. L'autre moitié est en optique photonique. Donc, tu as quand même une grosse capacité de demande en optique photonique. Puis, le 3/4 des compagnies d'optique photonique sont en communication. Donc, la beauté avec la communication, c'est que les longueurs d'onde sont bien définies. C'est 1550 puis 1892. Donc,
Pour l'instant, on a focusé le DevTech optique plus sur les demandes télécommunications. Parce que aussi, rappelle-toi, c'est quoi l'autre projet qu'on est en train de développer à Sherbrooke? Un projet de communication quantique. Donc là, non seulement à l'espace quantique, tu vas avoir accès à un réseau de communication quantique, mais tu vas aussi avoir accès à un laboratoire d'optique photonique que tu peux utiliser pour développer tes bidules, pour ensuite tester sur le réseau. Puis si tu es vraiment fancy, puis tu dis, ah, moi, je travaille en transducteur quantique à base de matériaux supraconducteurs, comme, ah, là, tu as besoin d'un frigo à dilution. Hey, il est juste à côté. Donc là, l'espace quantique est non seulement une place où que les compagnies quantiques ont un lieu de rencontre, mais ils ont aussi un lieu où ils ont accès à, je ne dirais pas toutes, parce que des équipements, là, il y en a puis il y en a, mais ils ont accès à une grande panoplie d'équipements alloués qui ont besoin ou qui vont probablement besoin pour développer leur stock et aussi ils ont les places pour le tester. Donc, c'est un peu un one-stop shop pour le développement de technologie quantique. Excellent. Le studio quantique, lui, de son côté, qu'est-ce que c'est? C'est bon, on a des questions. Ben, je le sais. On en a des projets. Le studio quantique, ça, c'est un autre super beau projet. Donc, on a parlé un peu que souvent les compagnies vont sortir de l'université ou les idées vont germer à l'université ou dans des labos de recherche. Ça, on a parlé d'investisseurs. Une fois que tu as un prototype, tu as un modèle d'affaires, tu peux parler d'investisseurs. Ensuite, tu as les incubateurs. Donc, les incubateurs, il y en a une tonne. Les incubateurs, c'est eux autres qui t'aident à faire grandir ta compagnie, à trouver un marché, puis à faire des ventes. Mais là, on a oublié un trou, là. Quand tu es un étudiant ou un prof ou un académique ou quelqu'un dans la rue, whatever, tu dis, j'ai une idée que j'aimerais explorer. De là jusqu'à dire, OK, là, j'ai une idée que je peux incorporer pour faire une compagnie. Il y a un immense trou entre les deux. Là, aujourd'hui, on passe d'un un à l'autre. Quand tu arrives dans l'incorporation, honnêtement, dans 95 du temps, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tout le monde, on a un background scientifique, on sait comment la science marche. Le business est complètement différent. Donc, on apprend sur le tas. Mais souvent, la business est déjà partie, puis peut-être avoir déjà peut-être tu es trop de bonheur pour un incubateur ou tu es trop de bonheur pour t'avoir incubé. Le studio quantique, c'est exactement ça que ça vient remplir. Donc, c'est l'idée de comment qu'on passe d'une idée à une incorporation, mais de manière dérisquée et intelligente. Donc, studio, tu peux voir ça à peu près comme une boîte, là, où que les inputs, c'est des cerveaux puis une idée, puis le output, c'est une compagnie dérisquée. Donc, nous, notre modèle, c'est basé sur les modèles de Venture Studio qu'on retrouve beaucoup en Californie, par exemple. Donc, ils ont démontré un grand succès dans les 20 dernières années. Donc, nous, notre modèle, c'est on va toujours prendre deux entrepreneurs qui rentrent. Un entrepreneur avec un background technique et un autre entrepreneur avec un background plus business. Puis, on a payé un salaire qui est très décent. Donc, tu fais ça à temps plein, ça devient ta job. Okay? On paye un salaire, on lui donne un certain budget non négligeable pour avancer la compagnie. On lui donne énormément de support business, de support technique. Donc, en fait, le studio devient un cofondateur de cette idée-là. À tous les 4 mois, on check, bon, est-ce que ça s'en va à la bonne place? Est-ce qu'on est capable de dérisquer la techno? Parce que ce n'est pas toutes les technos qui partent d'un lab qui peut devenir un produit. Est-ce que c'est faisable en dehors d'un laboratoire? Est-ce que tu peux faire ça à bonne haute température? Est-ce que c'est robuste et tout ça? Mais il faut aussi dérisquer le business. Le monde en veut-tu, cette affaire-là? Ça répond-tu à un vrai problème? Y a-t-il du monde qui sont prêts à payer? Donc, à tous les 4 mois, on regarde si ça avance bien. Si ça n'avance pas bien, on fait un stop. Ça ne veut pas dire qu'on met des entrepreneurs à la porte. Des fois, ça peut être juste que ce n'était pas la bonne idée ou ce n'était pas le bon marché ou ce n'était pas la bonne techno. On va leur offrir, trouver une autre idée, faire quelque chose d'autre. Mais après 2 ans, tu passes devant tous les go, no-go. Bien là, tu as quelque chose de solide dans les mains. Tu incorpores. On transfère les parts de la compagnie à toi. On en garde un petit peu, parce que c'est comme ça qu'on va pérenniser le studio. Et ça vient avec des investissements de Quantasset et des investissements d'un fonds partenaire Quantonation qui est basé en France, qui est un des
probablement le gros fonds quantique au monde. Donc, c'est vraiment l'idée de remplir le gap entre « Hey, j'ai une idée » à « Hey, je veux m'incorporer ». Donc, c'est à ça que ça va répondre. Puis, si tu regardes les statistiques des Venture Studios qui existent, à peu près 80% des compagnies qui graduent dans Venture Studio sont capables de se rendre jusqu'en série A d'investissement. Série A, ça veut dire à peu près ton 3e investissement. Série A, ça veut dire que là tu as une compagnie, tu as quelque chose de solide. Là. Le produit existe, ton marché est bien identifié, puis là, tu es en croissance. Ouais. Donc, il y a un très haut succès. Puis nous, en fait, au Québec, on a vu ça, on voit ça comme une méthode pour assurer la création de jeunes compagnies et pour assurer aussi qu'on enseigne bien les méthodes entrepreneuriales aux scientifiques et les méthodes quantiques aux entrepreneurs qui n'ont peut-être pas un background quantique. Ça, c'est un autre projet on a eu le financement. On est à la recherche de directeur général. Envoyez-moi vos CV si vous pensez être fait pour ça. Puis on décolle. Dis-moi, est-ce qu'il y a un projet duquel je n'ai pas posé de questions qu'il aurait fallu discuter aujourd'hui? Hey, là, tu me... OK, il y en a tellement des fois, je me perds là, dans les projets. Est-ce que... Oui, l'ACET. Hey! L'ACET, c'est un de mes employeurs. L'incubateur ACET. Oui. Ben, je vais parler quand même un peu. Oui, mais là, il y a une vraie raison pourquoi je vais en parler. C'est une chose qu'on s'est rendu compte, c'est le milieu d'affaires quantique. Donc l'industrie quantique est vraiment, vraiment différente que le deep tech typique. Donc, souvent, en deep tech, on pense de AI, on pense de quelque chose qui est basé sur les ordinateurs ou whatever. Donc, souvent, les compagnies en deep tech, ils ont un produit bien identifié, un marché bien identifié et surtout, ils répondent à un problème du marché qui existe déjà. Donc, ils vont avoir des ventes très de bonheur. Donc, souvent, les incubateurs, eux, leur job, c'est de t'aider à grossir, à avoir plus de ventes, plus de marché, etc. Dans le quantique, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que souvent, tu peux avoir, il y a des compagnies, là, ça fait 10 ans qu'ils existent, qui ont des valorisations dans les milliards de dollars, puis ils ont 0 de vente. Puis ils n'en auront pas encore pendant un bout. Ou le marché n'est pas encore bien identifié. Ou ben non, le marché n'existe pas encore, mais il va exister bientôt. Donc, la réalité des incubateurs, les expertises de l'incubateur typique ne sont pas prêts pour le quantique. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas bons. Là. Tu prends un incubateur comme l'Asset, c'est un incubateur très efficace. Il y a des grosses compagnies qui sont sorties de là. Mais quand on arrive au quantique, on a 7 compagnies quantiques à l'Asset présentement qui ont support. Tous les coachs, avant que moi et ma collègue Chloé, on arrive, ils ne savaient pas quoi faire. Pas parce qu'ils ne connaissaient pas le quantique. Ce n'est pas leur job de connaître le quantique. Ils n'étaient pas capables d'accompagner les compagnies parce qu'ils ne comprenaient pas la dynamique de l'industrie quantique, la dynamique de spéculation, de là, j'ai investi, mais mon marché, il va exister dans 10 ans. Donc, il a fallu développer un support spécifiquement pour le quantique. Puis ça fait de nous, en fait, le premier incubateur au Canada où on a un track spécifique pour les compagnies quantiques avec un coach spécifique pour les quantiques. Donc, ça, là, si on met toutes les choses ensemble, le DevTech, le DevTech Quantasset, l'espace quantique, le studio, l'asset. On a vraiment mis en place à peu près, on a bouffé tous les trous qu'il y avait pour donner un cheminement le plus facile possible aux entrepreneurs quantiques. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, le plus facile possible. Ça reste dur quand même. Mais bon, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autres projets. Il n'y a pas d'autres projets. OK, j'ai ma question la plus difficile de la journée pour toi. Oui. Tu peux prendre une gorgée. Vas-y. Ouais. C'est quoi ton phénomène quantique ou techno-quantique préféré? 42. Très bonne réponse. Il y a du monde trop jeune pour comprendre ça. Mon phénomène est tabarouette. Non, c'était pas d'un pré-question qu'on s'était Oui, non, c'est ça. Regarde, c'est pas nécessairement un phénomène quantique, mais la superposition, je pense, c'est le classique. Moi, ce que j'aime de la superposition, c'est parce qu'on parle toujours de la superposition avec le quantique. Puis on dit, tu peux être en 0 et 1 en même temps, tu peux être ici et là. Moi, ce que j'aime du phénomène de superposition, c'est qu'il n'y a rien de quantique dans la superposition. C'est
purement un phénomène ondulatoire. Puis, je sais pas, je pense que tu fais ça des fois quand tu rencontres des étudiants. Tu peux prendre des polarisateurs de lumière, puis tu peux faire des trucs à montrer. Là, tu prends des polarisateurs, la lumière se cache, puis tu amènes un troisième, puis là, la lumière revient. Mais ça, c'est 100% classique, mais c'est la superposition. Donc, la raison pourquoi j'adore la superposition, c'est parce que ça démontre des fois comment on essaie de trop simplifier des trucs compliqués. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais moi, les 10 premières années de ma carrière en quantique, j'étais un vulgarisateur. Donc, j'ai passé mes années à parler de quantique. Je ne suis pas un gars qui parle beaucoup, fait que c'était un peu dur, mais puis ça, moi, il y a une affaire qu'un de mes anciens profs me dit, qui était il l'a attribué à Einstein. Je ne sais pas si c'est Einstein. Citation d'ailleurs. Oui. Il a dit, rends les choses faciles, mais pas. Keep things simple, but not simpler. Rends les choses faciles, mais pas plus faciles qu'ils sont. Fait que quand on parle de la quantique en disant juste la superposition, je trouve qu'on est en train de mentir au monde. Parce qu'on ne compte pas toute l'histoire. La quantique, ce n'est pas juste la superposition, c'est la superposition en ajoutant le principe d'incertitude. Là, tu as tout. C'est pour ça que c'est mon préféré, parce qu'on l'a tellement fait tout croche que ça me fait plaisir d'essayer de remettre les choses à bonne place et rendre les choses moins simples qu'elles sont. Ouais. Excellent. Je pense qu'on va garder cette dernière citation-là, d'ailleurs, pour expliquer ce qui vient de se passer aujourd'hui. Martin Laforêt, merci beaucoup pour cet entretien. Ça fait plaisir. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. La vidéo de la rencontre va être disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller l'écouter, la réécouter, également en balado si jamais vous voulez le réécouter en joguant. Là-dessus, merci beaucoup à Tom Mala, à la technique et à l'organisation de la rencontre aujourd'hui. Vous pouvez toujours aller vous abonner également à l'infolettre de Curieux Quantique si vous voulez avoir tous les détails sur les prochaines activités à venir. Là-dessus, merci et bonne fin de journée.